Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Bonsoir. Alors aujourd'hui, précédemment, nous recevons Thomas Bujon, qui a écrit alors j'appelle ça un essai, vous me direz si vous êtes d'accord avec le terme, qui s'appelle Boxing Club, sociologie d'une salle de boxe taille en banlieue, et c'est aux éditions de l'Université de Saint-Étienne. On peut qualifier ça d'un essai ou vous qualifiez ça comment ? Oui, un essai a une dimension peut-être critique et peut-être assez généraliste. On peut le prendre comme tel, dans la mesure où il y a tout de même une critique sur la manière dont on peut observer parfois la pratique de la boxe, ou même le milieu de la boxe. Mais je dirais que c'est plutôt une étude ou une recherche universitaire, au sens strict du terme en fait, c'est-à-dire une enquête qui suppose un travail de terrain, c'est-à-dire de recueil de données, des interviews, des observations, et qui, rassemblées, comparées, vont permettre de produire une analyse. Et donc, c'est à la fois un récit qu'on pourrait qualifier d'ethnographique dans un premier sens, c'est-à-dire que j'ai pratiqué la boxe dans un club pour recueillir un certain nombre d'éléments, de données, d'observations. Donc j'ai appris en même temps que d'autres cette pratique de la boxe. Et puis mon objectif, notamment pour cet ouvrage qui date de 2009, c'était surtout d'essayer de mettre en perspective tous ces éléments recueillis et notamment de les analyser, c'est-à-dire d'essayer de voir finalement en quoi consiste ce travail, comment on devient boxeur. Je crois que c'était un peu l'idée centrale du bouquin. Et donc d'essayer de décortiquer de manière un peu intellectuelle cette pratique. Alors là, ce que vous me dites, c'est intéressant sur la méthode. J'y reviendrai tout à l'heure sur la méthode, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait eu 2 temps, et vous venez un petit peu de le confirmer, donc on en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord, je veux bien vous présenter du coup, puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc, à part dire votre nom et votre prénom, ce qui ne suffit pas à mon avis. Donc, vous êtes Thomas Bujon, vous êtes maître de conférence en sociologie à Saint-Étienne, à l'université Jean Monnet. Vous êtes membre du laboratoire Triangle. Alors déjà, je veux bien savoir, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi le laboratoire Triangle ? Alors, le laboratoire Triangle est un laboratoire qui est un laboratoire CNRS qui regroupe plusieurs disciplines de sciences humaines et sociales, et notamment de sciences politiques. J'ai envie de dire dans la masse des enseignants-chercheurs qui font l'activité quotidienne de ce laboratoire, c'est essentiellement des chercheurs en sciences politiques, en économie, en histoire des civilisations, en droit, etc. Donc c'est un laboratoire pluridisciplinaire dans lequel il y a quelques sociologues, dont je fais partie. Et c'est un laboratoire lyonnais, donc qui est sous la tutelle de l'École normale supérieure de Lyon, l'ENS Lettres, et qui a donc des antennes dans différentes universités, dont celle de Saint-Étienne, donc vous avez évoqué, donc l'université Jean Monnet. Et donc dans ce laboratoire, chacun mène ses recherches à la fois individuelles, mais aussi collectives. On peut avoir des contrats de recherche, on peut avoir des recherches collectives sur des thématiques d'actualité ou des éléments théoriques qu'on souhaite travailler plus en profondeur, ou même des éléments méthodologiques. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, on peut se regrouper, on peut organiser des activités scientifiques différentes, des séminaires, des congrès, des journées d'études, etc., etc. Ok, très bien, merci, ça répond parfaitement à ma question. Je signale aussi que vous faites des recherches sur les politiques de lutte contre les drogues et les addictions, et que vous avez publié un livre sur le démantèlement d'un trafic de drogue dans un grand ensemble de mémoire, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc, qui est disponible et que je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas en parler, je suis désolé. Mais vous pourrez, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des informations sur Internet, et on le mettra aussi sur le site à la publication de l'interview.
Alors, vous parlez tout à l'heure de méthode. Avant de parler du livre, je veux bien qu'on parle un petit peu de votre méthode et qu'on définisse certains termes. Notamment, dans votre introduction, vous parlez de corps et âme. Le livre, et vous dites que vous prenez vos distances avec ce livre. Je veux bien que vous nous expliquiez pardon, ce qu'est le livre Corps et âme et pourquoi vous avez décidé de prendre vos distances et si vous l'avez décidé avant l'écriture du livre ou si ça s'est imposé à l'écriture. Merci pour votre question. Non, c'est une très bonne question. Corps et âme, c'est un ouvrage. Alors, c'est d'abord un article. Corps et âme, c'est d'abord un article de Loïc Vacan, qui est un élève, un brillant élève de Pierre Bourdieu, et qui, lors de son passage à l'Université de Chicago, s'est immergé dans une salle de boxe d'un ghetto afro-américain, et il a appris la boxe anglaise dans cette salle pendant, là aussi, quelques mois, plusieurs mois, quotidiennement. Et il a raconté un petit peu dans cet article qui s'appelle Corps et âme et qui va devenir par la suite un ouvrage qu'on peut encore aujourd'hui se procurer. Il a décrit finalement tous les mécanismes tous les mécanismes qui permettent d'apprendre la boxe tout simplement. Donc les mécanismes corporels, les réflexes, les techniques, etc., etc. Et donc cet article, il a été pour moi, et comme beaucoup d'autres, ce que je dis dans l'introduction du livre, ça a été pour d'autres sociologues du sport quelque chose d'extrêmement impressionnant parce que c'est d'une grande précision, c'est une grande clarté. C'est impressionnant à la fois dans la démarche, descriptive du lieu, de la salle de boxe, des personnes qu'il rencontre, qu'il côtoie au jour le jour, de la figure de l'entraîneur, aussi des scénettes qu'il raconte autour justement de cet apprentissage de la boxe sur le ring ou à l'extérieur du ring. Donc, passer après, c'est toujours un peu compliqué. Dans la mesure où le travail était parfait d'une certaine manière, mais très collé finalement à une théorie qui était celle de Pierre Bourdieu, qui insiste beaucoup sur, lorsqu'il s'intéresse à l'apprentissage, au processus de socialisation. Alors j'emploie des termes un peu techniques dans un premier temps, mais avec l'idée que finalement, on intériorise beaucoup les choses. C'est-à-dire que quand on apprend quelque chose, l'idée c'est qu'on intériorise, c'est-à-dire qu'on incorpore en quelque sorte les règles de la pratique de la boxe. Et à mon goût, ce qu'il racontait mettait peut-être parfois à l'ombre un certain nombre d'autres choses que moi je pouvais voir et découvrir pendant mon enquête. Et notamment, j'étais très sensible à cette idée des règles qui sont propres à la pratique de la boxe et qui ne se dictaient pas. C'est-à-dire que quand on rentre dans une salle de boxe, il n'y a pas des règles qui sont affichées sur les murs. Elles ne sont pas forcément dites par l'entraîneur. En fait, ce sont des règles que l'on découvre en les voyant, en fait, s'exhiber dans les pratiques. Ça, c'est quelque chose que Vacan ne décrivait pas parce que sa posture théorique n'était pas mon approche, qui était beaucoup plus centrée sur les interactions, sur les façons dont on s'observe les uns les autres et dont on s'ajuste les uns par rapport aux autres. Donc, c'est en regardant les autres qu'on apprend aussi à boxer, pas seulement sous l'angle de l'imitation, mais aussi sous l'angle de qu'est-ce qu'il est en train de faire, est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est intelligible, et qu'est-ce que je dois faire. Les boxeurs, on le remarque dans les salles de boxe, par exemple. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Lorsque un entraîneur, et je pense que c'est valable pour d'autres disciplines sportives, lorsqu'un entraîneur donne un exercice à faire et à reproduire, on est parfois un petit peu confus, c'est-à-dire que soit on a tout de suite compris l'exercice et on se met à le reproduire, soit on essaye de comprendre ce que les autres ont compris de l'exercice à faire.
Et souvent, on regarde comment les autres procèdent, etc. Donc en fait, c'est ça que j'ai voulu aussi montrer, c'est que on a besoin on rend visible finalement dans nos comportements la loi qu'on doit suivre. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, il est aussi que je voulais décrire beaucoup plus les interactions de face à face, sur lequel Vacan, dans Corps et âme, que Vacan traite, hein, ou qu'il évoque. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'y ajouter aussi le jeu de face à face, c'est-à-dire qu'il y a des relations interpersonnelles dans la pratique de la boxe, comme dans nos échanges quotidiens, comme nous en avons actuellement au cours de cet entretien. Voilà, on échange des signes, on échange des signaux, en quelque sorte, qui nous font nous comporter de telle ou telle manière. Et l'idée, c'était un petit peu de décrire ça dans le mécanisme même de la boxe. Dans l'interaction la plus simple à comprendre, c'est que nous pouvons faire, notamment dans la boxe, on peut faire usage de feintes, par exemple, on peut faire semblant, et ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans nos interactions de face à face ordinaires. Donc j'avais besoin, moi, de creuser des choses que Vacan n'avait pas creusées, donc c'est pour ça que j'ai pris mes distances, plutôt sur les focus que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus axé mon regard sur les situations qu'on pouvait traverser quand on apprend la boxe, alors que Vacan, lui, était beaucoup plus focalisé sur la manière dont il pouvait raconter comment il développait ses propres habitudes de boxeur. Voilà. Et voilà, c'est des petites différences, mais qui font que c'est pas du tout le même texte au bout du compte, quoi. Et après, les deux, c'est des choix théoriques, et donc forcément, en fonction des lecteurs, en fonction des centres d'intérêt, on peut préférer une ethnographie à une autre, même si je ne prétends pas forcément être à la hauteur du travail de Vacan. Mais voilà, l'idée, c'était pour moi de faire un petit peu mon propre chemin, c'est-à-dire essayer avec mes outils, d'essayer de comprendre ce qui m'était arrivé, de comprendre un petit peu comment j'avais appris la boxe, comment j'étais devenu boxeur à mon tour. Et donc, du coup, j'ai pris quand même la même méthode, c'est-à-dire que j'ai fait aussi un travail d'immersion dans cette salle de boxe, un petit peu à la manière dont Vacan l'avait fait. J'ai mis les gants et puis voilà, j'ai suivi le mouvement, comme on dit, et voilà, et jusqu'à ce que la salle ferme, comme Vacan a pu le faire aussi. Disons que la différence, elle est vraiment dans l'approche théorique et dans les points focus ou les points focaux qu'on peut faire l'un et l'autre sur différents aspects de l'apprentissage. Ok, super. Je vais rebondir sur l'interaction que vous venez de dire, parce que c'est flagrant dans votre livre. Je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais je rebondis aussi sur Corps et âme. Moi, j'ai découvert ce livre grâce à un article du Monde diplomatique qui racontait le livre et qui était vraiment très, très intéressant, qui donnait envie de s'intéresser et au livre et au sport, du coup. On mettra aussi le lien sur les réseaux. Mais là, ce que vous avez dit sur l'interaction, c'est bien et ça répond à une question que je me suis posée moi dès l'introduction de votre livre. C'est-à-dire que au cours du premier chapitre, j'ai compris que c'était les interactions qui vous intéressaient. Et lorsque j'ai lu l'introduction, vous expliquez que pour votre méthode, vous êtes allé donc 1 an, comme vous venez de le dire, dans le club de boxe, mais que vous n'avez pas dit que c'était pour écrire un livre, et que au cours de cette année, vous avez pris quantité de notes pour ensuite écrire le livre. Et je me suis dit, mais pourquoi il ne nous l'a pas dit? Et alors, je ne vais pas dire que ça m'a choqué, mais ça m'a vraiment posé question jusqu'à ce que je le comprenne. Et c'est justement pour pas, j'allais dire ternir, mais amoindrir les relations, ou en tout cas les pervertir. Est-ce que c'est bien ça? Oui, on pourrait le dire comme ça. C'est toujours compliqué de rentrer dans des milieux qui sont pas forcément accessibles, parce que observez par exemple, vous pouvez aller avoir un entraînement de football un mercredi après-midi, ça ne pose aucune difficulté d'observer des joueurs en train de s'entraîner un mercredi après-midi dans un stade de football. Par contre, entrer dans une salle de boxe est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a peu d'observateurs, et d'ailleurs, il y a très très peu de gens qui suivent les entraînements. C'est même plutôt rare. Alors peut-être que depuis quelque temps, il y a des ouvertures où il peut y avoir des gens qui accompagnent, des proches, etc. Mais globalement,
C'est pas une activité qu'on peut observer comme ça, en rentrant tout simplement, en poussant la porte, en s'installant sur une chaise et en regardant, sans qu'on n'y soit pas convié ou sans qu'on ne soit pas connu, en fait, sur les lieux. Donc déjà, ça, c'était quelque chose qui rendait un petit peu la tâche difficile. Donc il faut, quoi qu'il arrive, finalement, un peu s'inscrire officiellement dans cette salle, ce que j'ai fait, hein, je me suis licencié dans ce club, mais j'ai envie de dire comme tous les autres. Parce que l'idée, c'était aussi d'avoir une forme d'égalité, de pied d'égalité au départ. C'est-à-dire que ne pas dire que j'observais finalement les boxeurs du coin de l'œil ou que moi-même je m'observais en train d'apprendre la boxe, c'était une manière d'être sur le même pied d'égalité, d'être traité de la même manière que les autres. J'aurais pu faire le choix inverse, négocier par exemple avec l'entraîneur le fait que pendant un an, je vais observer tout en faisant de la boxe, la pratique. Mais là, on peut, comme vous le soulignez, à très juste titre, on peut très bien imaginer que se sentant observé, ça peut freiner l'activité, ça peut la transformer, ça peut modifier son sens. Dans la mesure où j'évoquais justement les interactions de face à face, on peut essayer de se grandir par rapport à on peut essayer de donner une meilleure image de soi par rapport à ce que l'on fait, sachant qu'il y a un observateur, etc., etc. Donc moi, je voulais éviter ça aussi. Alors certainement qu'il y avait aussi de la timidité de mon côté, je ne le cache pas. Peut-être que c'est une manière aussi finalement d'y aller, de la jouer discret, comme on dit. Mais en tout cas, je crois que l'idée, c'était surtout de garder une approche la plus naturelle possible. C'est-à-dire de surtout pas que j'ai en face de moi des personnes qui changent leur comportement. Souvent, je prends cet exemple parce que je le trouve assez juste. C'est lorsque vous attendez tout seul dans une salle d'attente, par exemple chez un médecin, vous allez peut-être vous avachir un peu sur votre siège, vous allez peut-être vous gratter le nez, je ne sais pas, vous allez faire. Voilà, vous savez que vous n'êtes pas observé. Puis dès que quelqu'un rentre dans la salle, tout de suite votre comportement il change. Voilà, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire vraiment, il y avait cette idée pour moi de me mettre au même rythme finalement que les autres boxeurs, de ne pas avoir un traitement différentiel. Je ne sais pas comment Vacan, lui, a négocié son entrée sur ce terrain-là. Bien entendu, lui, il est rentré avec son statut universitaire. C'était aussi le seul blanc dans une salle où il n'y avait que des personnes afro-américaines. Donc, il y avait déjà finalement quelque chose qui pouvait, comme vous le dites, parasiter ou perturber le fonctionnement de la salle. Et il n'y avait pas de promesse non plus, c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de dire j'écris un livre ou je vais faire quelque chose qui irait dans votre sens. Voilà, il n'y a pas de promesse finalement engagée. Et l'idée, c'est de suivre mon idée, c'était de suivre au même rythme que les gens, avec les mêmes contraintes, l'activité, sachant que je prenais des notes le soir quand je rentrais chez moi ou après les séances. Mais évidemment, le travail a nécessité, dans la mesure où ils n'ont pas été avertis, a nécessité un travail d'anonymat, c'est-à-dire que j'ai ensuite modifié le nom de la salle, j'ai modifié le lieu, en tout cas, je n'ai pas indiqué où se situait ce travail-là, j'ai modifié les noms des protagonistes, etc., etc. Voilà, pour évidemment, non pas que je ne crois pas leur porter préjudice, mais en tout cas, dans la mesure où je ne les ai pas avertis de l'observation, de mon observation, effectivement, le contrat moral que je m'étais passé avec moi-même, c'était évidemment qu'il ne soit pas véritablement cité. Ouais. Oui, et du coup, donc vous ne leur avez pas dit, mais j'ai l'impression aussi qu'à un moment donné, vous en avez parlé, ou du moins certains après coup. Vous racontez notamment l'histoire de Youssef, on reviendra dessus un peu plus tard, mais lui, vous le rencontrez après coup, j'ai bien compris. Donc, est-ce que vous l'avez dit à tout le monde ou pas? C'est une bonne question. Oui, Youssef, Youssef, en fait, comment dire, pour rétrospectivement sur le mode d'accès au terrain, en fait, j'avais en fait expérimenté le lieu. J'avais fait une séance en fait dans cette salle quelques mois avant d'y aller quotidiennement. Et c'était à ce moment-là que je m'étais rendu compte
C'était un ami en fait qui m'y avait emmené, hein, et je m'étais rendu compte que c'était très intéressant, que je pouvais faire un travail très intéressant dans ce lieu-là. Et à l'époque, c'était Youssef qui, qui était entraîneur, qu'il a été au tout début, il me semble, quand je me suis inscrit, et ensuite qui a disparu et qui a été remplacé par Salim, puis François comme entraîneurs qui ont pris en quelque sorte la suite. Et Youssef était encore dans les parages. Il était notamment videur, portier d'une boîte de nuit dans la ville qui côtoyait la cité. Et je l'avais ressollicité peut-être quelques mois après pour savoir s'il accepterait de m'accorder un entretien. Et donc j'avais dû lui dire à cette occasion que ce qui m'intéressait, c'était essentiellement la carrière en fait des boxeurs. Et ça s'inscrivait aussi dans un travail un peu plus large, c'est-à-dire que ce travail-là, il était aussi croisé avec d'autres entretiens que je faisais, hein, pas seulement en lien avec la salle, mais j'interviewais d'autres entraîneurs, j'allais voir d'autres entraînements ailleurs, j'interviewais d'autres champions qui étaient dans d'autres salles concurrentes, etc. Je m'étais moi-même inscrit dans un autre club pour faire une étude comparative que je n'ai pas pu tenir très longtemps parce que c'était effectivement très éprouvant physiquement et j'avais peur aussi effectivement qu'on me repère comme étant inscrit dans 2 clubs, non pas pour des raisons scientifiques hein, ou éthiques, mais parce que tout simplement je me disais que si je croise dans 2 clubs rivaux des gens qui me reconnaissent, je me suis dit que ça allait me poser problème, etc. Puis finalement je me suis rendu compte que ça ne posait aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que Youssef m'a raconté sa carrière, m'a raconté son rapport à la pratique pugilistique. Je ne sais même pas s'il a eu besoin, si vous voulez, de savoir ce que je faisais au club de boxe. Je crois qu'on pouvait être boxeur et chercheur. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas forcément, il ne s'est pas posé la question de savoir si j'observais la manière dont on fabriquait les champions au boxing club. Voilà, c'était quelque chose. Il savait que j'étais dans le club, il savait que je faisais des entretiens par ailleurs, il m'avait même donné des contacts avec d'autres boxeurs ou d'autres champions du cru. Mais voilà, il n'a pas du tout trouvé ça incongru que je boxe d'un côté et que je fasse une enquête de l'autre.
on reparlera de Youssef un peu plus tard. Je vous propose maintenant de vraiment rentrer dans le livre, hein, dans votre livre, donc Boxing Club, sociologie d'une salle de boxe taille. Moi, je vais vous dire ce qui m'a frappé à la lecture du livre. Alors, c'est deux choses en fait qui m'ont frappé. La première chose, c'est la hiérarchie dans un club de boxe, et la deuxième chose, c'est la discipline. On va commencer par la hiérarchie. Hiérarchie, ça veut dire que y a des groupes, quoi. Et c'est pas des vrais groupes de niveau. Les débutants, les anciens, le prof, qui est aussi ou les coachs, là, en l'occurrence, qui est aussi une étape hiérarchique. Et puis ceux, même s'ils sont peu nombreux, qui veulent combattre dans une compétition. Cette hiérarchie-là, vous l'avez vue tout de suite, dès le premier cours, ou vous l'avez appréhendée au fur et à mesure? Ça, c'est quelque chose sur lequel j'étais très attentif aussi, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas toujours en avant quand on parle de boxe. La boxe, on a l'impression que c'est uniquement un échange de coups avec l'usage de très peu de mots, avec des boxeurs qui ne parlent pas beaucoup. Or, pour moi, dans une salle de boxe, les mots peut-être ça m'est apparu de manière assez évidente, enfin évidente, je dis ça de manière plus forte. Je crois que comme il y a peu de mots et quand les mots sont utilisés, ils ont du sens. Je crois que cette distinction qu'il y avait à l'époque entre les anciens et les nouveaux, ou les débutants, c'était quelque chose d'assez saillant. C'est-à-dire que voilà, on était qualifié ou d'anciens ou de débutants, et globalement, on était finalement astreint à ces groupes-là, et sans trop possibilité de bouger ou sans trop savoir comment on allait passer d'un statut de débutant à un statut d'ancien. Vous voyez, c'est pas du tout une distinction assez classique du type amateur-professionnel, ce qu'on peut peut-être trouver dans certains clubs, j'en sais rien du tout, mais c'était pas d'un côté les amateurs et de l'autre côté les professionnels. C'était vraiment les nouveaux, les anciens. Donc il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là. Et il me semble que de toute manière, lorsqu'on rentre dans une salle et que dans mes souvenirs, on se change, on s'équipe et qu'on commence l'entraînement, finalement, on voit bien qu'il y a des différences entre les groupes. C'est-à-dire qu'il y a des sociabilités qui sont déjà présentes, il y a des gens qui se connaissent entre eux, qui font que quand on est nouveau, effectivement, on ne va pas tout de suite vers ceux qui se connaissent depuis un certain nombre d'années ou qui sont dans un coin de la salle et qui rigolent, et qui expriment finalement une sorte d'ancrage dans le lieu que le nouveau, par définition, n'a pas et qui a besoin de faire son anthropologie du lieu, c'est-à-dire qu'il a besoin de voir un petit peu comment ça se passe pour savoir comment se comporter. Et donc, je pense que c'est ensuite l'entraîneur qui marque en fait l'appartenance à ces, alors je dirais pas à ces groupes, mais presque à ces catégories. Hein. On appartient plutôt à des catégories qu'à des groupes. Et donc, à partir du moment où certains étaient qualifiés d'anciens, c'est que en creux, nous étions donc des nouveaux et des débutants, quoi. Quel que soit d'ailleurs son niveau technique au départ. J'ai ensuite boxé dans d'autres salles. Il peut y avoir un travail d'appréciation, hein, si vous êtes dans une salle où il y a un peu plus de monde que dans le boxing club où j'ai pu boxer, où il y avait une vingtaine de pratiquants. J'ai souvenir, moi, il y a encore quelques années, avoir boxé dans une salle où il y avait en début d'année 60-80 pratiquants. Là, vous allez avoir plusieurs groupes de niveaux. Les débutants, ceux qui en sont à 2-3 ans de pratique, et puis ceux qui en sont à une dizaine d'années, et puis éventuellement ceux qui, comme vous le dites, sont des professionnels, ou en tout cas ont l'ambition de boxer en compétition. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs groupes avec plusieurs d'ailleurs entraîneurs, dans une grande salle par exemple. Voilà. Donc il peut y avoir des niveaux, des hiérarchies extrêmement différentes en fonction des salles. Et ça aussi, je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire que c'est des managements très personnalisés aussi, en fonction des entraîneurs qui ont leur team aussi, hein, qui peuvent avoir aussi des lieutenants avec qui ils vont travailler. Mais ça dépend des salles, en fait. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un entraîneur qui découpait littéralement la salle en deux, les anciens
ceux qui avaient une certaine technique, ceux qui étaient là depuis plusieurs années, ceux qui étaient aussi certainement des gens qui faisaient partie du quartier, mais pas seulement. Et puis, il y avait les nouveaux qui pouvaient s'inscrire quelques mois et qui, à partir d'un moment, par exemple, arrêtaient la pratique. Et puis, je pense que c'est le fait d'accéder au rang d'ancien, c'est le fait aussi de tenir jusqu'au bout aussi. C'est-à-dire que, alors ça c'est le propre là aussi de toutes les pratiques sportives, mais en particulier dans les clubs de boxe, où un des grands enjeux, c'est à partir du mois de janvier, c'est d'arriver à préserver un nombre suffisant de pratiquants qui finalement arrivent à une forme d'épuisement moral, physique, qui fait qu'ils abandonnent. Et donc j'ai souvenir de cette phrase de François, qui était l'entraîneur de la salle, et qui disait finalement, ceux qui restent, c'est ceux qui en veulent. C'est-à-dire, c'est ceux qui manifestent le plus de détermination morale, d'engagement dans la pratique, et c'est ceux qui en arriveront au bout de la pratique pugilistique. C'est-à-dire, c'est ceux qui arriveront à boxer, c'est ceux qui arrivent jusqu'au bout de l'année, quoi. Bon, voilà, l'idée, c'est on ne fait jamais les choses à moitié. Et peut-être que les anciens, c'est ceux qui ne font pas les choses à moitié. Mais Ouais. vous voyez, Alors là, c'est vous une parlez- hiérarchie qui n'est pas forcément liée à, comme dans d'autres sports de combat, à des passages comment dire, il ne s'agit pas d'avoir des passages techniques, savoir faire tel ou tel geste. Pour moi, c'était plutôt une hiérarchie morale. Alors, sur ça, je vous rejoins, mais parfaitement, complètement même. C'est exactement ça. C'est une hiérarchie pour montrer qu'on a la hauteur de ce que la boxe demande et que on peut être adoubé. Moi, je trouve qu'il y a aussi une méfiance vis-à-vis des anciens, vis-à-vis des débutants. C'est-à-dire, est-ce que ce sont des rigolos? Est-ce qu'ils vont vraiment se donner? Et tant qu'il n'y a pas eu cette preuve-là, ça reste des débutants. Et je vous rejoins sur ça, effectivement. C'est en ayant pratiqué à petite échelle, parce que moi je ne suis pas très sportif, la boxe, c'est ce que j'ai vu, et c'est ce qu'on comprend, et ce que vous expliquez dans votre livre. Sur l'ancrage aussi, c'est important, mais je vais y revenir quand on parlera un peu de la discipline, parce que moi, ça me fait penser à autre chose. J'aimerais bien savoir si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, mais on y reviendra un peu plus tard. Je fais un petit teaser. Moi, je trouve qu'il y a, je reviens sur ce que vous avez dit au début, je trouve qu'il y a une vraie contradiction dans la pratique de la boxe. C'est-à-dire que vous avez dit tout à l'heure qu'on parle, il y a une sociabilité, etc. Mais en même temps, il faut aussi se taire et être concentré. C'est un sport individuel, la boxe, vous êtes seul, vous vous battez, mais pour moi, c'est aussi le vrai sport collectif. Pourquoi? Parce que c'est un sport où on tisse des vrais liens, quoi, avec les personnes qui sont en face de nous, avec qui on va boxer. Et c'est un lien pour avoir testé plusieurs sports. J'ai essayé le foot, une catastrophe. Il n'y a pas plus individuel que le foot. Je me souviens que moi, j'ai voulu le tester et dans les vestiaires, ça tournait au pugilat. Parce qu'on n'avait pas passé la balle à la bonne personne, parce que un tel n'avait pas marqué le but. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vu dans un vestiaire de boxe. Il y a une vraie solidarité qui se crée avec ses co-boxeurs. Même si, il y a des co-libés, le gros, etc., ça reste. Mais un rapport au corps et à la performance que je n'ai pas retrouvé dans les autres sports que j'ai essayé et j'ai perdu mon idée. Et du coup, c'est pour ça, excusez-moi, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment quelque chose de contradictoire pour moi, la pratique de la boxe. Oui, vous avez bien résumé les choses. Oui, on apprend les mécanismes de la boxe, on devient boxeur par soi-même, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail sur soi qui s'engage. Pour moi, c'était un vrai travail moral. Le terme qui est le plus utilisé, c'est la volonté. C'est l'idée que finalement tout part de soi et ne pourra s'accomplir que par soi-même. Donc il y a quelque chose qu'il faut pouvoir exprimer, mais pas faire semblant. C'est-à-dire que le faire semblant, il est vite vu. L'entraîneur le repère vite. Et puis vous êtes vite sanctionné si vous faites semblant. Sur un ring ou dans un échange
avec un partenaire adversaire, vous le voyez vite si vous faites semblant. Si vous esquivez constamment les coups, et à un moment donné, on va vous demander de passer la seconde en quelque sorte et d'accomplir le travail. Donc il y a cette dimension finalement très axée sur le travail de soi sur soi, ça c'est vrai, donc qui pourrait faire penser que le travail du boxeur est un travail individuel et donc un sport individuel, et en même temps, l'apprentissage, vous avez raison, suppose une forme de solidarité. Au sens où, alors moi je le dis pas comme ça dans le bouquin, je parle de coopération. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, pour apprendre et pour boxer, il faut pouvoir coopérer. C'est-à-dire que la mise en équivalence des boxeurs, c'est-à-dire le fait de faire du travail à deux, par exemple, je ne sais pas, faire une série de crochets, de droite-gauche, etc., de déplacement, et tout ça suppose un travail partenarial, un échange de coups, une réponse aussi, parfois, ne serait-ce que par exemple, si vous ne montez pas votre garde, l'autre est censé vous rappeler que vous n'avez pas monté votre garde, ne serait-ce qu'en appuyant un coup. En tout cas, voilà, il y a quand même l'idée de se rendre service. Alors, ce n'est pas forcément un service très agréable, mais il y a quand même l'idée de coopérer et de coordonner un petit peu ces mouvements pour pouvoir apprendre la boxe. Donc, vous avez raison sur cet angle-là, il y a un apprentissage collectif, alors qui n'est pas forcément mis aussi bien que vous le dites en avant dans le livre, mais il y a cette solidarité. Alors, là-dessus, je n'ai pas véritablement travaillé. Je ne suis pas sûr d'avoir creusé entièrement cette piste-là, mais j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la boxe où bien souvent la solidarité entre boxeurs est légendaire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui forge le fait d'avoir pratiqué la boxe. Il y a quelque chose qui forge une identité collective. Et j'ai souvenir d'une anecdote, je crois que raconte cette romancière Joyce Carol Watts, qui, puisque son père était boxeur, elle a écrit un petit livre, je pense, qui a été à l'époque que j'ai eu du mal à trouver, mais qui, je crois, a été réédité, qui s'appelle De la boxe, et qui, me semble-t-il, dans cet ouvrage, il est raconté, j'ai un peu peur de me tromper sur la source, mais elle racontait qu'un jour, des voleurs à la roulotte avaient fracturé une voiture, avaient piqué tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cette voiture, et puis dans cette voiture, il y avait des gants de boxe. Et en fait, 2 heures après, les personnes étaient revenues remettre les affaires volées dans la voiture, avec un petit mot en disant, effectivement, entre boxeurs, ça ne se fait pas. Voilà. Donc il y a une sorte de solidarité, si vous voulez, entre boxeurs qui est extrêmement forte. Alors vous avez raison, qui est un peu contradictoire, parce que parfois, il y a quand même cette idée de vouloir, notamment sur le plan de la compétition, détruire l'autre, l'annihiler, le mettre au plus mal, lui faire mal. Donc il y a quand même un discours très agonistique, très guerrier derrière la boxe aussi. Mais dans l'entraînement, il me semble qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est plus collectif. En tout cas, il y a un travail de mise à niveau, de se mesurer, qui suppose un travail de coopération. Voilà, il ne s'agit pas de mettre des gants, de se taper les uns sur les autres, il s'agit de mettre les gants, mais de progresser, d'apprendre, tout en respectant aussi l'autre d'une certaine manière. Alors, c'est super parce que votre réponse me permet de faire une petite parenthèse sur la structure de votre livre et sur comment il est construit. On n'en a pas encore parlé. Vous dites que vous ne l'avez pas travaillé, entre guillemets, sur votre étude dans Boxing Club, sociologie d'une salle de boxe taille en banlieue. Mais je trouve que c'est quand même en filigrane. La question de la solidarité, c'est en filigrane dans les notes que vous retranscrivez dans chaque chapitre. Donc, vous retranscrivez les notes et tout un tas d'anecdotes sur votre année en tant que boxeur taille. Et je trouve qu'au travers de ces anecdotes, on voit notamment, non seulement la solidarité qui existe, les liens d'amitié, les liens d'inimitié aussi, et ça nous fait rentrer dans cette salle de boxe comme si on y était. Et je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez conçu le livre au départ, mais je trouve que ces petites parenthèses, ces petits coups d'œil dans les coulisses, dans la vraie, j'allais dire vraie réalité entre guillemets, de ce que vous avez vécu, entrecoupé
de vos réflexions et de votre analyse. Ça nous permet, nous, enfin moi, ça m'a permis de suivre votre raisonnement et de l'étayer de mes propres raisonnements et de pas vous perdre tout au long du livre, en fait. J'ai eu l'impression que je réfléchissais avec vous. Je me suis senti intelligent, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trouvé ça super comme méthode dans le livre. On n'est jamais perdu. Vous racontez quelque chose et vous l'expliquez. Et avant, on a un petit peu réfléchi à ce que veut dire l'anecdote. Est-ce que je délire ou est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, vu le compliment, je ne peux être que d'accord. Non, je ne sais pas si c'était pensé complètement sciemment, c'est-à-dire que j'ai pas. L'idée, c'était vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était d'être au plus proche des boxeurs pour ne pas raconter n'importe quoi. Enfin, il y a l'idée d'avoir cette expérience pour ne pas parler un petit peu en l'air, c'est-à-dire que je pouvais faire plein d'interviews. Je pouvais faire des analyses de combat, d'images, etc. Certainement que ça aurait construit quelque chose d'intéressant, mais ne pas avoir partagé les choses, ce qui importe aux gens en fait, dans ce lieu, hein, qui était une salle de boxe, qui importe aux gens selon leurs propres termes aussi, c'est-à-dire quels sont les mots qui sont importants dans une salle de boxe. Tout ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, par exemple, l'entraînement, qui constitue le premier chapitre du livre, hein, l'entraînement, c'était vraiment le lieu le plus important. Voilà. Il y avait quelque chose d'extrêmement important, que les mots qu'ils utilisaient étaient le plus important. Donc il y avait quelque chose d'assez naturel que je voulais garder. Et peut-être ce qui peut se dérouler à la lecture, c'est effectivement le fait d'avoir à chaque fois raconté des situations. C'est-à-dire des situations dans lesquelles d'autres boxeurs peuvent être pris. C'est-à-dire, on peut, j'imagine que si vous faites de la boxe, vous pouvez vous-même vous transposer sur des situations équivalentes et vous rendre compte que ça ressemble à ça ou ça ne ressemble pas à ça. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir aussi organiser une comparaison d'expériences. Et l'idée, c'est de suivre, effectivement, le bouquin est, entre guillemets, pas facile à faire, mais dans la mesure où c'est un apprentissage, il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs familiarisations avec le milieu, et donc, peut-être qu'il y aurait d'autres choses à dire, hein, certainement, mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'arriver à m'en tenir aux grandes séquences, en fait, de l'apprentissage et aux grandes séquences qui composent l'activité de la boxe, l'entraînement d'un côté et puis le combat de l'autre. Voilà. Et les situations, l'idée c'est de raconter mes propres mises en situation en essayant justement d'être un peu moins auto-centré, c'est-à-dire d'essayer de disparaître aussi des situations pour, même si j'y apparais d'une certaine manière pour raconter un certain nombre de choses, mais c'était surtout mettre les boxeurs en situation, c'est-à-dire un peu disparaître, pas être auto-centré, me dire voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je fais, voilà comment je boxe, comment je respire, comment voilà. C'était pas quelque chose d'auto-centré, le but c'était de raconter d'abord des situations d'apprentissage de la boxe. Ah ouais, et vous dites, je vais raconter justement une anecdote que vous racontez, et je fais le lien avec ce que vous avez dit là, pour commencer votre réponse. Vous avez dit que l'entraînement c'était important, et effectivement, pour moi, l'entraînement, de ce que j'ai compris, c'est là où va se jouer le rapport de force et la hiérarchie. Vous racontez dans votre livre à un moment donné qu'il y a un jeune qui arrive, qui veut se la péter, et qui tout de suite dit qu'il veut aller boxer le coach. Et du coup, le coach met les gants et le démonte en 2 minutes. Et ça, ça revient un petit peu, je crois 3 fois au cours du livre. Alors, pas cette anecdote-là, mais le coach, il vous dit bon, là, j'ai pas le temps de prendre des gants, parce que sinon, tu aurais morflé, mais fais gaffe. Et du coup, je sais pas comment interpréter ça. Est-ce que c'est une lutte de pouvoir? Est-ce que c'est juste pour montrer sa puissance et que voilà, c'est ma place? Maintenant, vous écoutez ce que je dis, ou c'est autre chose. Comment vous interprétez cette anecdote? Elle reflète quoi pour vous? Oui. Alors, il y a plusieurs... Là, tout dépendrait de la situation. C'est-à-dire que d'abord, je ne sais pas si on peut généraliser, c'est-à-dire que les entraîneurs de boxe ne menacent pas forcément toujours de mettre les gants pour sanctionner. Vous êtes bien de le préciser, oui.
Ouais. Cela dit, ça peut être une manière effectivement de cadrer l'activité, c'est-à-dire de cadrer le jeune fougueux qui viendrait, ou celui qui voudrait brûler les étapes, ou en tout cas celui qui voudrait montrer qu'il est plus fort qu'eux. Donc il peut y avoir des enjeux de domination, de pouvoir qui peuvent se jouer dans le face-à-face. Et la technique pugilistique peut être un moyen finalement de calmer en quelque sorte le jeune qui viendrait, qui aurait la prétention ou l'ambition d'être plus fort que l'entraîneur qui a derrière lui des années de pratique, peut-être des années de combat, qui a des titres de champion, etc. Donc bien entendu le combat est inégal, mais donc ça peut être une manière de cadrer et de remettre à sa place, dans l'ordre des places en quelque sorte, le débutant ou le nouveau venu. Ça, c'est des choses que j'ai pu apercevoir. Deuxième situation qui pourrait être un peu typique mais qui est un peu différente, c'est, en tout cas c'était un petit peu le cœur de mon travail, il y a l'idée quand même que cette menace, si elle est mise à exécution, pourrait avoir un intérêt sur le plan de l'apprentissage. Et c'est ce que j'ai voulu montrer tout au long du livre, c'est que c'est par la pratique qu'on apprend les règles. C'est-à-dire que c'est pas en parlant que les choses vont se régler, c'est en faisant. C'est pour ça que dans le bouquin, je dis pour apprendre à boxer, il faut apprendre à parler. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est par la pratique, c'est la pratique qui va dicter sa loi en quelque sorte au boxeur. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de faire des grands discours, il n'y a pas besoin en boxe de parler des heures et des heures, de faire des grands discours. Vous preniez l'exemple du foot avec les causeries, et je sais pas quoi. Il n'y a pas du tout de causerie en boxe. Il faut pratiquer. Voilà. La pratique, c'est ça qui va permettre de rendre manifestes les règles appropriées. Et l'entraîneur, par définition, par sa carrière, par sa pratique et sa connaissance technique, lorsqu'il se met à boxer, effectivement, il devient l'idéal ou la référence sur ce qu'il faut accomplir dans la salle de boxe. Et ça, on peut le lire aussi un petit peu comme ça. En tout cas, moi, j'ai voulu le lire sous cet angle-là. Et puis, il y a un troisième niveau, puisque le nouveau, il n'est pas forcément débutant, il peut être aussi quelqu'un qui vient d'un autre club, qui vient d'une autre salle, qui a peut-être déjà des titres, et c'est le cas, j'ai souvenir, j'ai remis mon nez dans le livre, et je me souviens de Jérôme, qui avait obtenu un titre de champion européen me semble-t-il, de kickboxing à l'époque, qui était venu peut-être 15 jours, 3 semaines ou 1 mois après son titre, dans notre salle, pour défier Salim. Et donc là, vous voyez, c'est pas du tout... comment dire, là pour le coup c'était une manière de dire mesurons-nous entre nous à l'ombre, enfin dans les coulisses finalement des championnats, c'est-à-dire que les championnats peuvent être plus ou moins organisés, plus ou moins tricotés par les managers. En tout cas, il peut y avoir aussi des gens qui peuvent vraiment sentir que finalement le champion déclaré n'est pas forcément le meilleur, tout simplement. Et donc, il y avait, par exemple, j'ai souvenir que quand Jérôme est venu dans la salle de boxe, c'était comme s'il souhaitait vraiment connaître sa propre valeur. Et peut-être qu'entre le jeune qui débarque dans cette salle et qui veut finalement mettre les gants avec l'entraîneur, ou le champion qui vient et qui veut lui aussi mettre les gants avec l'entraîneur, il y a quand même cette idée de vouloir connaître sa propre valeur, pouvoir se mesurer objectivement où est-ce qu'on en est. Et ce n'est pas forcément, vous voyez, une question uniquement de pouvoir, ça peut être aussi vu sous l'angle de la valeur, c'est-à-dire de quoi je suis fait, jusqu'où je suis capable d'aller. Et encore une fois, ce n'est pas par les mots que ça passe, ça va être par la pratique elle-même, c'est-à-dire par les points, quoi.
there? Oh hey, I can let it faster. Just grand gestures and kindness for all. Get dressed in your biggest smile. It's so in style. Let's go to the ball. If I'm gonna go anywhere, I'm going there. If I'm gonna go anywhere, I'm going there. Love, what else is there but love? What else is there but love? What else is there? If I'm gonna go anywhere, I'm going there. If I'm gonna go anywhere, I'm going there. I'm going there. I'm going there. If I'm gonna go anywhere, yeah, I'm going there. I'm going there. I'm going there. If I'm gonna go anywhere, I'm going there. I'm going there. Non, se construire soi-même, je suis d'accord. Ça aide à la construction de soi, et encore une fois, par rapport aux autres, quoi. C'est pas du tout individuel comme, Oui, oui. comme sport. Je veux bien qu'on passe à la notion de discipline. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la deuxième chose qui m'a frappé, sans mauvais jeu de mots, dans votre livre. C'est la discipline. Et c'est pas juste la discipline, il faut y aller tous les jours ou tous les 2 jours, etc. Mais c'est l'excès de discipline. C'est un épuisement physique, vous l'avez dit tout à l'heure, il me semble, moral, même psychique. Ça demande, c'est un vrai sacrifice, et même pour le débutant. C'est-à-dire que moi, ce sacrifice-là, en n'étant pas sportif, je le comprends pour les sportifs de haut niveau qui veulent faire carrière dans le foot, dans le rugby, dans la lutte, dans ce qu'ils veulent. Mais à la boxe, c'est tout de suite. C'est tout de suite un sacrifice énorme, je trouve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez ressenti cette même notion de discipline de fer dans l'enseignement de la boxe? Oui, oui, il y a d'autres analystes, d'autres sociologues, ethnologues qui ont travaillé sur la boxe ont aussi évoqué cet aspect disciplinaire et ascétique, c'est-à-dire ascétique, ascèse au sens de sacrifier finalement d'autres types d'engagement aussi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, encore une fois, il n'y a pas de demi-mesure en fait, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas la boxe comme un loisir ou de manière dilettante. Vous avez raison, ça suppose un engagement presque total qui suppose presque, notamment si on veut faire carrière, et d'autant plus si on veut faire carrière, de sacrifier un certain nombre d'engagements privés, un certain nombre d'engagements professionnels, un certain nombre d'engagements amicaux. Voilà, ça suppose une discipline qui dépasse, vous avez raison, la salle de boxe, et qui va s'étendre à d'autres sphères de la vie sociale, ne serait-ce qu'en pensant au régime alimentaire, ne serait-ce qu'en pensant que pour se maintenir en forme dans une salle de boxe, il faut peut-être courir.
Ça suppose l'achat d'équipements conséquents. Ça suppose un travail, encore une fois, sur soi, qui est presque, le mot est peut-être un peu excessif, mais presque religieux, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de travail de conversion qui est présent. Il faut devenir monomaniaque, quoi. Il ne faut penser qu'à ça. Moi, j'ai souvenir que François, qui était manutentionnaire, il travaillait le matin et il ne travaillait que les matins pour pouvoir boxer l'après-midi. Donc, il y a effectivement du sacrifice. Et pour autant, c'est pas présenté comme une passion, comme celle que pourrait avoir un collectionneur, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne se manifeste pas nécessairement une joie intense ou une vie agréable à côté. Il y a vraiment cet effet très ascétique, hein, comme comment dire, quelqu'un qui aurait qui consacrerait finalement toutes ces journées à prier. Ben, on a du côté de la boxe parfois des gens qui consacrent toute leur journée à s'entraîner, à avoir une consommation alimentaire appropriée, une hygiène de vie appropriée, etc. Donc on n'est pas très loin de la spiritualité, si vous voulez, quand on fait de la boxe. Quand on fait du travail sur soi, effectivement, on n'est pas très loin de ce travail de ce travail moral, hein, dont je parle dans ce livre. Effectivement, voilà. Et discipline, c'est pas seulement le coup de bâton qui va permettre d'avancer, hein. Souvent, on confond discipline et domination, ou discipline et pouvoir. Là, c'est aussi se discipliner. Tout est dans le se discipliner, c'est-à-dire c'est soi-même introduire des propres règles de vie dans sa vie, quoi, personnelle. Donc, quelque chose, voilà. Et donc la boxe va être un véhicule pour ça. Alors ça, c'est énorme ce que vous dites. Alors c'est ce que vous racontez dans le livre, hein, donc j'invente rien, vous l'expliquez très bien. C'est le côté se discipliner. C'est-à-dire que le coach, c'est pas lui il fait pas la discipline telle que on l'entend avec le fou à la main, boss. C'est-à-dire qu'il met le cadre et qu'il montre ce qu'il faut faire, et c'est de soi-même qu'on rentre dans le moule, quoi. Et je trouve ça fou. Personnellement, je trouve ça fou. Alors dans le bon sens du terme, hein, et fou dans le sens de respectable. Je trouve ça admirable de faire ce sport-là qui demande autant. Vous avez dit beaucoup de choses, et j'ai pas tout noté, mais il y a plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir. Oui, vous avez parlé au début qu'il faut suivre les règles. C'est pas tout à fait ça que vous avez dit, excusez-moi. Mais il faut tellement, on est tellement dans la boxe que si on respecte pas les règles, on est viré. Il n'y a pas de pitié, quoi. C'est ce que vous racontez dans une des notes où quelqu'un où le coach veut virer quelqu'un qui n'est pas assez sérieux. Alors vous l'avez dit aussi tout à l'heure, et moi je l'avais noté la phrase, parce que je trouve que c'est une des phrases clés et de votre livre et de la boxe. Vous écrivez, je cite, apprendre à boxer, c'est apprendre à parler. Vous l'avez dit encore tout à l'heure. Et le paradoxe, c'est que le coach vous dit que si vous parlez, c'est que vous n'avez pas assez travaillé, que vous n'êtes pas assez échauffé. Et je trouve que cette phrase, elle résume. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si vous allez être d'accord, mais elle résume votre livre. En introduction, vous m'avez dit que votre livre, c'était Comment on devient boxeur. Et moi, la phrase là que vous avez dite, que vous avez écrite, apprendre à boxer, c'est apprendre à parler. Eh ben, c'est ça. Comment on devient boxeur. C'est apprendre les mots le vocabulaire de la boxe, quoi. C'est-à-dire se taire et répéter, regarder ce que fait le coach et répéter, mais ad vitam, le geste. Et ça peut paraître effrayant, et en même temps, c'est admirable. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement contradictoire, toute ce sport-là.
Alors là, je me suis laissé emporter dans ma... Excusez-moi. Non, mais je vous suis bien. Non, non, Est-ce que vous voulez réagir à ça? oui, oui, il y a, apprendre à boxer, c'est apprendre à parler au sens où finalement l'apprentissage de la boxe, c'est un peu comme apprendre une langue. C'est en la parlant qu'on arrive à voir si finalement on est un bon communicant ou si on se fait comprendre. Et si on respecte les codes, si on met les mots dans l'ordre. Voilà. Donc il y a il y a ce niveau-là d'apprentissage. Et qui se manifeste dans la boxe par le corps, puisque précisément, quand on boxe, on ne parle pas. Parce que si on parle, c'est qu'évidemment, on a autre chose à faire et que voilà, on n'est pas dans un salon de thé ou dans un café, on n'est pas là pour converser, même s'il y a des échanges, hein, il ne faut pas non plus totalement l'enlever. On a peut-être même parfois trop tendance à évacuer la parole de la boxe. Vous avez plein de scènes mythiques, et je pense évidemment aux films, mais quand vous regardez aussi certaines autobiographies, ou même certains témoignages de boxeurs, le ring est aussi un espace de parole. C'est-à-dire que, je ne sais pas, là en ce moment sur l'équipe 21, je revois avec un grand plaisir la série des Rocky. Quand Rocky affronte ses adversaires, le ring est un espace de parole. Il y a un échange de mots. Les boxeurs se disent des choses, alors qu'a priori, voilà. Donc, les mots ont leur importance. En tout cas, c'est ce que je voulais montrer, quoi. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans un monde, même le plus silencieux, on peut rentrer dans un monde par son vocabulaire. Voilà. Et en analysant le vocabulaire, ben, on peut aussi y trouver du sens, on peut y trouver aussi de la morale, on peut y trouver de l'éthique, on peut y trouver plein de choses. Et ce n'est pas seulement les termes techniques, je voulais montrer que derrière les termes techniques, il y a aussi la morale, voilà, des engagements moraux, voilà. Et notamment, je ne sais pas si on y reviendra, mais effectivement, par exemple, de tenir la limite, hein, ou être dur au mal, c'est des expressions qui sont typiques de la boxe, qu'on peut entendre, hein, comme ça, parfois employées par des journalistes spécialisés ou par des champions de boxe. Mais on voit bien que derrière ces termes-là, voilà, il y a ce que je veux dire, quoi. C'est propre à la boxe et en même temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre du travail moral qui est à accomplir, voilà, jusqu'au bout des choses. Et de dur, effectivement, j'avais noté ça. J'avais noté la phrase, c'est un des participants qui vous dit on est mal, mais après on est dur. Et ce concept de dur, il revient souvent tout au long du livre. Et moi, j'ai envie de dire aussi que, enfin, c'est pas moi qui ai envie de le dire, c'est vous qui le dites dans le livre. Alors, vous dites apprendre à boxer, c'est apprendre à parler, mais c'est aussi apprendre à souffrir. C'est même la base. C'est-à-dire qu'on va dans la boxe, on sait qu'on va prendre, quoi qu'il arrive. Que la blessure, elle n'est pas loin et que même elle est inévitable. Il faut raconter une histoire, une anecdote dans vos notes que je trouve belle et symptomatique de la pratique de la boxe. C'est-à-dire que un des boxeurs pète le nez de son camarade et tout de suite, il est affolé, il dit « excuse-moi ». Et le coach arrive, il lui dit « non, non, tu continues à exploser ». Et en boxe, on s'excuse après. Et je trouve ça beau quand même. Alors... Je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Merci. Oui, oui, bien sûr, dans l'apprentissage mais j'ai envie de dire presque de tout sport, hein, ce qui est fondamental, c'est apprendre à souffrir, à se taire, et notamment à ne pas se plaindre, hein. Il y a aussi cette dimension-là, mais là, que ce soit boxe ou pas boxe, c'est véritablement tous les sports où la question du rapport à la douleur est quelque chose de presque d'antinomique au reste de la société, où finalement on est dans une société où on cherche à éviter le plus possible la douleur, sauf dans le sport où on a tendance, et la religion. Donc dans tout sport, on a tendance finalement à avoir un rapport à la douleur qui est vraiment antinomique du rapport qu'on a à la douleur dans le reste de la société. Et donc cet apprentissage de la souffrance, vous avez raison, il est central. Et cette idée d'être dur au mal,
on peut l'interpréter de mille et une façons. Soit on se dit que l'idée c'est d'être dur physiquement et corporellement quand on est fragile et vulnérable sur le plan de l'intériorité. Ça peut être une manière de l'interpréter. Deuxième interprétation, on peut aussi se dire que être dur, c'est aussi faire l'expérience d'une certaine radicalité et voir une sorte d'avoir une certaine radicalité au sens où finalement on ne composera pas, dans nos interactions en tout cas, c'est-à-dire qu'on manifestera, on exprimera cette dureté aux difficultés de la vie, par exemple. Hein. Les boxeurs viennent pour beaucoup d'entre eux, en tout cas historiquement, des classes populaires ou des minorités qui sont souvent méprisées ou discriminées. Et donc, peut-être que la boxe peut être un moyen aussi de s'endurcir face justement au mépris de la vie. Enfin, je fais un peu de la philosophie de bas étage, mais il peut y avoir cet élément-là. Et voilà. Et donc, voilà, être dur, voilà, c'est pas seulement être dur physiquement, mais c'est être aussi dur sur le plan social, sur le plan moral, quoi. C'est pouvoir se défendre, c'est pouvoir aussi monter sa garde, hein, dans tous les sens du terme et dans toutes les situations. Hein. On pourrait aussi très bien, c'est pas un travail que j'ai poursuivi suite à ce livre-là, mais on pourrait très bien imaginer que les compétences pugilistiques, les compétences du boxeur peuvent être réexploitées dans d'autres situations sociales où effectivement il peut y avoir de l'adversité, on peut avoir besoin de se battre pour obtenir quelque chose, et donc dans ce cas-là, on peut très bien se dire que ces compétences morales peuvent être réutilisées, réexploitables. Ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur pardon, je vais l'aborder d'une autre manière, je reprends, je me suis auto-perdu. Ça me fait penser à ce que vous racontez dans le livre, une anecdote qui vous concerne justement. Vous dites que vous allez combattre contre un des gars, j'ai oublié son prénom, désolé, et d'un coup vous avez une petite peur parce qu'il frappe dur, le gars. Et on vous dit mais non, t'inquiète pas, il maîtrise ses coups. Et moi ça fait penser que la peur c'est du manque de confiance du coup, mais pas forcément en soi, mais en l'autre. Il va nous défoncer, on le sait, et du coup vient la peur. Et je rejoins ça, je le relis pardon à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça nous permet nous de mieux appréhender notre corps et de gagner en confiance en soi, quoi. Et c'est en ça que je trouve que c'est quelque chose de collectif. Et cette acceptation d'avoir mal et on va savoir qu'on va saigner ou qu'il y aura une blessure à un moment donné, c'est quelque chose, je trouve, qui n'est présent qu'à la boxe, quoi. Je vois pas ça dans d'autres sports, éventuellement le rugby, où personnellement j'ai été plaqué assez violemment, mais peut-être que je délire. Non, là encore enfin, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est intéressant parce que c'est une critique qu'on a pu faire à mon ouvrage, d'avoir un petit peu écarté les émotions du sujet, en quelque sorte. Il est vrai que j'évoque très peu finalement les émotions en fait, qu'on peut ressentir, et notamment la peur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez central lorsqu'on parle de la boxe. Et qui peut être aussi, que j'ai rencontré dans d'autres clubs, qui peut être aussi une technique d'apprentissage. Dans le travail sur soi, il n'y a pas seulement les qualités morales, la volonté, etc., qu'on va pouvoir activer. Il y a aussi cette peur à désamorcer. Et alors là, c'est un vrai débat qu'il y a entre beaucoup de boxeurs. Est-ce qu'on a peur avant de monter sur le ring ou pas ? C'est quelque chose d'assez important. Est-ce qu'on a peur des coups ? Et on peut avoir peur des coups. Donc voilà, tous ces éléments-là font partie intégrante de l'apprentissage, vous avez raison. Et
avoir peur des coups, c'est avoir peur des coups de l'autre. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez bien souvent, alors ce n'était pas le cas dans ce livre-là, mais moi j'ai souvenir d'avoir pratiqué la boxe dans un club où l'entraîneur nous faisait de temps en temps combattre sur le ring. Alors, ce qui était le cas aussi dans Boxing Club, hein. Mais monter sur le ring, c'était finalement déjà une manière de mettre en situation les boxeurs et de combattre la peur aussi qu'on pouvait ressentir. Parce que d'un coup, on élevait finalement le niveau. On n'était plus seulement dans la salle à s'éparpiller, on avait des limites. On ne pouvait pas échapper. Dans un ring, on ne peut pas échapper à son adversaire. Alors, en tout cas, c'est plus compliqué. Et donc, il y a aussi cet apprentissage de maîtrise de la peur, de contrôle de la peur, de contrôle de soi qui est extrêmement important. Et oui, vous avez raison, oui, c'est la peur de l'autre qui peut faire mal. Alors, je rajouterais, ça peut être aussi quelque chose qui va dans la continuité de la dureté. C'est des choses qui n'apparaissent pas dans le livre, mais que je trouve assez présentes dans l'apprentissage de la boxe. Il y a un anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss, qui est donc le neveu d'Émile Durkheim, et qui est un anthropologue qui a travaillé sur ce qui fonde nos sociétés. Et il dit ce qui fonde nos sociétés, c'est le potlatch. C'est que finalement, tous nos systèmes s'organisent autour d'obligations, et qu'il résume en 3 mots: donner, recevoir et rendre. Et en fait, dans la boxe, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on donne des coups, on en reçoit et on en rend. Et il faut apprendre, et souvent, il me semble que je l'évoque dans Boxing Club, souvent il faut apprendre à recevoir les coups plutôt qu'à les donner. Et c'est ça aussi qui est un travail difficile à faire, c'est-à-dire apprendre à recevoir, c'est finalement ne plus avoir peur, et c'est en faire aussi une condition, c'est-à-dire que ça donne une certaine forme d'humilité, c'est-à-dire que quand une fois que vous avez compris que vous alliez recevoir des coups, que ça faisait partie de l'activité, que si vous voulez enchaîner un droit-gauche crochet, je ne sais quoi, bah peut-être qu'entre-temps, le boxeur adverse vous aura mis un direct droit dans le nez. Ça fait partie du jeu, et qu'aucun boxeur ne peut déployer ces techniques sans qu'en retour, il n'y ait pas un coup. Voilà. Et donc, il y a aussi cet apprentissage que dans l'activité de la boxe, il y a aussi l'autre qui peut faire mal. Et qu'il faut faire avec, et on ne peut pas faire sans, en fait. Hein. Un boxeur qui, à part quelques rares cas où, où il peut y avoir un KO dès le premier coup, dès la première seconde d'un combat, ce qui est extrêmement rare, mais qui, pour le coup, ne donne pas toute la valeur aux combattants et on n'est pas d'évaluer finalement la qualité des combattants. Globalement, ça n'arrive jamais. Dans ce face-à-face, il y a toujours cet échange, hein, se donner, recevoir, rendre. Et je crois que le plus difficile parfois, c'est de savoir recevoir et rendre. Hein. Il y a toujours voilà. Et la boxe, c'est pas seulement savoir donner des coups, c'est aussi, pour le coup, savoir les recevoir et les rendre à son tour. Donc c'est ce mécanisme-là. Et dans ce mécanisme-là, il y a effectivement cette dimension des émotions, ce sentiment aussi d'être finalement parfois humilié, parfois malmené, pas très agréable d'avoir un uppercut ou au niveau du thorax ou du foie, c'est pas agréable d'avoir un coup dans le nez ou d'être dominé. Enfin, voilà, tous ces éléments-là font que c'est aussi un ensemble d'émotions à contrôler qui est compliqué. Et je pense que les entraîneurs savent faire. You wanna
You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sitting martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Now get to work, bitch. Ring it on, ring it on. Won't stop now, just be the champion. Work it hard like it's your profession. Watch out now, 'cause here it comes. Here comes the smasher, here comes the master, here comes the big beat to blast ya. No time to quit now, just time to get it now. Pick up what I'm putting down, pick up what I'm putting down. You want a hot body, you want a Bugatti, you want a Maserati. You better work, bitch. You want a Lamborghini, sitting martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Now get to work, bitch. Break it up, break it down. See me coming, you can hear my sound. Tell somebody in your town. Spread the word, spread the word. Go call the police, go call the governor. I bring the trouble, they bring the trouble. I make the bubble, call me the bubble. I am the bad bitch, the bitch that you never know. Hold your head high, fingers to the sky. They gon' try ya, but they can't deny ya. Keep it moving higher and higher. Keep it moving higher and higher. So hold your head high, fingers to the sky. Now they don't believe ya, but they gonna need ya. Keep it moving higher and higher. Keep it moving higher and higher and higher. Work, 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 work. Work it out, 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 work it out. You better work, bitch. You better work, bitch. Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, les critiques qu'on vous a fait sur les émotions et les sentiments. Alors ça, je comprends pas. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui sont, que je trouve qui sont en filigrane dans votre livre. Et notamment ça, quand vous racontez que on vous dit que votre adversaire, t'inquiète pas, il maîtrise ses coups. Ou quand le coach dit à un de ses élèves, l'encourage, tape dans les flancs, lâche pas, etc. Là, on la sent aussi, la peur de l'autre. Je trouve que ça, c'est quand même en filigrane et entre les lignes de votre livre. Mais bon, c'est comme mon avis. Oui, c'est en filigrane. C'est-à-dire que quand je dis que c'est pas au centre, c'est que j'en ai pas fait une analyse approfondie. C'est-à-dire que j'ai pas évoqué tous les sentiments qu'on peut ressentir
lorsqu'on pratique la boxe, toutes les émotions, tout simplement, la peur, enfin, qui est certainement une des émotions principales. Alors bien sûr, on la retrouve de temps en temps dans certaines situations, mais j'en ai pas fait quelque chose de central, voilà. Ce sur quoi je concède. J'ai plus insisté sur les règles, hein, sur le déploiement des règles, sur comment on voit les règles de l'apprentissage, sur comment on se coordonne, sur comment on boxe ensemble finalement, mais très peu sur vraiment le ressenti que les boxeurs pouvaient avoir. Ok, j'ai compris. Merci pour la précision. Du coup, on va aborder la dernière partie du roman, excusez-moi. Merci. Je reprends. Du coup, on va aborder la dernière partie de votre livre, qui est sur l'histoire de Youssef. On en avait parlé au début. Avant d'aborder ce dernier chapitre, vous parlez dans votre livre de la dévalorisation des titres, la dévalorisation de soi. Et au début, j'ai eu du mal à comprendre ça. Vous dites que la conséquence de l'automatisation de l'entraînement, c'est-à-dire répéter les gestes ad vitam, avec le coach qui montre on ralentit les gestes, grosso modo, et le fait de les refaire, de s'acharner sur le même geste, ça entraîne une dévalorisation des titres et de soi. Grosso modo, j'avais compris ça à ma lecture, et j'ai eu du mal j'ai vraiment bloqué sur ce passage parce que je ne voyais pas le lien. Et tout s'est éclairci avec l'histoire de Youssef, qui vous raconte les désillusions et les magouilles des championnats avec des boxeurs, alors vous dites, c'est le terme, hein, protégés, puisqu'il y a même Christophe, j'ai oublié son nom, le champion de boxe qui est protégé. Pardon ? Christophe Thiozo. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un bug. Qui dit lui-même dans son autobiographie, vous le racontez qu'il a été protégé. Et tout ce passage-là, je trouve ça déjà fou que ça puisse exister. Est-ce que c'est symptomatique de la boxe thaï parce qu'elle est, je veux dire, récente en termes de compétition officielle, ou on a le même problème à la FIFA ou dans les autres instances. C'est peut-être un peu trop général, c'est pas le sujet de votre livre, je le dis, mais aux auditeurs, peut-être qu'on peut éventuellement résumer déjà l'histoire de Youssef. Est-ce que vous voulez bien faire parler de Youssef du coup ? Oui, je vais essayer de vous donner 2-3 éléments biographiques. Youssef, quand je le rencontre, est donc entraîneur du boxing club, entraîneur et trésorier, président du boxing club. Et Youssef est une figure du quartier à l'époque, dans lequel est cette salle de boxe. C'est une figure du quartier parce qu'il est éducateur. Il est éducateur. Et dans les années 90, il réutilise des éléments de boxe française pour s'occuper de personnes qui ont des dépendances, des addictions tout simplement, hein, et des personnes toxicomanes. Et il utilise donc la boxe, notamment un modèle qui s'appelle la thérapie frappante, qui est déployé si mes souvenirs sont bons, par un professeur de PS, universitaire, je ne sais plus, mais peu importe, et qui va utiliser la boxe comme une manière finalement de faire sortir justement ces émotions, on en parlait. Et je me rappelle très bien Youssef me disant, mais la plupart des toxicomanes dont je m'occupe ont peur. Voilà, ils ont la trouille tout le temps. Enfin, c'est extrêmement compliqué de vivre avec la prise de produits. Et donc la boxe était un moyen finalement pour lui de les aider à se reconstruire. En tout cas, c'était une thérapie effectivement un petit peu marginale ou atypique, mais c'était une manière finalement de faire. Et il utilisait cette
cette pratique parce que Youssef avait obtenu plusieurs titres de champion du monde de boxe française. Et donc, quelques années auparavant, dans le passage d'une carrière à une autre, alors il faut revenir sur l'historique des boxes, mais Youssef décide, voyant que finalement en boxe française, il y a peu de professionnalisation, que c'est difficile d'en vivre, décide de passer à la boxe américaine, puis il passera à la boxe anglaise pour pouvoir essayer de vivre tout simplement de quelques cachets, en tout cas d'essayer de pouvoir vivre de la boxe, tout simplement, en tout cas d'avoir ses compléments de revenus. Et donc quand je le rencontre, il est président de ce club, il a obtenu plusieurs titres de champion du monde, dont le champion du monde aussi, ou vice-champion du monde, je ne me rappelle plus, de boxe américaine. Il a été aussi sparring professionnel pour des champions de boxe anglaise. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une carrière pugilistique assez accomplie, mais comme je pouvais déjà retrouver au même moment chez d'autres boxeurs. C'est vrai que vous avez beaucoup de boxeurs qui sont passés de la française au kickboxing, du kickboxing à la boxe thaï, de la boxe anglaise à la boxe thaï. Voilà, donc on a comme une sorte de mouvement un petit peu migratoire d'une boxe à une autre, comme si finalement obtenir un titre dans une discipline n'était pas suffisant et qu'il fallait en obtenir d'autres, dans une sorte de surenchère, où il fallait être champion quasiment dans toutes les boxes. Et ce qui n'est pas étonnant, puisque quand je mène cette enquête, on a aussi les débuts des free fight, le début du MMA en quelque sorte, où là pour le coup on se rend compte que finalement il y a une insatisfaction à être champion dans une discipline, et il faut l'être dans toutes les disciplines, et c'est bien cette idée-là qui est à mon avis aussi au cœur du MMA par exemple, où l'idée c'est d'être finalement transversal à toutes les disciplines et d'être le champion des champions en quelque sorte. Et quand je rencontre Youssef, on me dit, mais il a une carrière un peu particulière parce que Youssef a organisé par lui-même son propre combat pour devenir champion de boxe américaine. Ce que je trouve assez étrange, puisque de ce que j'en sais, de ce que j'ai pu lire, que ce soit en boxe anglaise ou en boxe pied-point, souvent ces combats supposent quand même, en termes d'organisation, un certain nombre de sommes d'argent, il faut trouver des salles, il faut des entraîneurs, il faut un travail de marketing assez important, enfin, des conférences de presse, voilà, il faut qu'il y ait suffisamment de moyens pour pouvoir organiser ce type de spectacle, et donc, dans tous ces milieux, que ce soit la boxe anglaise, qui a quand même un professionnalisme un peu plus important, ou les boxes pieds-points, vous avez besoin de managers, de promoteurs qui vont monter ce spectacle et vont pouvoir assurer effectivement la venue des équipes adverses, qui vont pouvoir louer des salles conséquentes, qui vont pouvoir vendre des billets, qui vont pouvoir aussi faire de la promotion du spectacle par de la publicité, et qui vont surtout pouvoir payer le cachet des champions qui ne vont évidemment pas combattre pour des prunes. Donc voilà, et donc il y a cette entreprise, finalement cette auto-entreprise que fait Youssef, qui est tout à fait singulière et atypique. Je ne suis pas sûr de l'avoir rencontré par ailleurs, même si certainement sa situation ne doit pas être le seul à l'avoir tenté. Et j'ai voulu comprendre, c'est pour ça que j'ai voulu l'interviewer, c'est que je voulais vraiment comprendre comment il en était arrivé là. Et donc ce que Youssef va me raconter, c'est que voilà, en fait, il a lui combattu dans d'autres disciplines, il a obtenu des titres, il a eu une carrière plus ou moins réussie, enfin qu'on pourrait qualifier de l'extérieur comme réussi, mais lui, il n'est pas satisfait parce qu'il se rend compte que sur certains combats, on lui a mis des adversaires. Quand je dis on, c'est plutôt son manager, son entraîneur ou son entraîneur-manager, parfois ils ont les deux casquettes, ou des promoteurs qui finalement montent des plateaux, et dans ces plateaux, il faut faire une part de spectacle, donc parfois il faut mettre en face d'un certain nombre de champions, des adversaires d'un peu moindre qualité pour pouvoir le faire progresser. Il faut parfois mettre des champions un peu plus durs pour pouvoir aussi donner du fil à retordre aux boxeurs prometteurs. Voilà, donc il y a toute une organisation finalement de combat qui existe dans toutes les disciplines, que ce soit boxe anglaise ou boxe pied-point, et qui se structure un petit peu de la même manière. Et vous avez encore aujourd'hui, il suffit de tendre l'oreille sur la manière dont vous regardez un combat de boxe à la télévision encore aujourd'hui. Vous avez toujours des boxeurs qui sortent un petit peu furieux du ring parce qu'ils trouvent la décision injuste, parce que
Il pense que le combat a été arrangé, acheté, etc. Donc voilà, il y a toujours eu, dans toutes ces disciplines, des enjeux financiers très forts, mais aussi des enjeux de construction des carrières qui viennent un peu parasiter le travail des boxeurs au quotidien, ceux qui sont vraiment sacrifiés, comme vous l'avez dit, pendant des années, qui se retrouvent finalement face à un adversaire, soit qui n'est pas à la hauteur, soit au contraire, qui est beaucoup plus en forme que lui. Voilà, donc il y a des timings particuliers. Et Youssef donc décide de construire par lui-même, d'organiser par lui-même et avec son épouse, avec l'aide de son épouse, il va organiser son championnat en fait. Et il va contacter son adversaire direct, il va accepter de venir et va donc, je raconte donc effectivement dans la dernière partie du livre, je fais le récit de ce championnat. Vous voyez, donc mes souvenirs sont un peu vieux, je ne me rappelle même plus s'il le gagne ou pas. Match nul. Match Mais nul. c'est volé. A priori, il y a vol des bulletins, quoi. Voilà, C'est ça qui est parce fou, quoi. il a été effectivement, il a voulu en faire un peu qu'à sa tête, et donc effectivement, il faut homologuer tout de même la décision, et donc voilà, on lui rappelle, entre guillemets, qu'il n'a pas suivi les règles, il n'a pas suivi le mécanisme ordinaire, qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas, et donc finalement, d'une certaine manière, sa transgression est sanctionnée. Mais ce qui m'intéressait à travers son parcours, c'était surtout sur voilà, comment on devient champion aussi, c'est-à-dire comment on devient boxeur, mais aussi comment on devient champion de boxe dans un milieu qui est si difficile en termes d'organisation de carrière, ou dans un milieu qui est aussi connu pour des matchs arrangés ou des matchs truqués. Et donc, à un moment donné, ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes. Ils ont besoin de connaître leur valeur. Est-ce que leur titre de champion est ou pas usurpé? Toute la filmographie de la boxe le montre. Rocky III est un exemple typique. Je reviens sur les Rocky, mais c'est un exemple typique où Rocky Balboa découvre que son entraîneur a tout arrangé, que ses combats ont tous été... et c'est ce qui lui a permis de maintenir son titre pendant quelques années, sauf le jour où un boxeur arrive et lui pique son titre. Et voilà, donc quel boxeur il a été, quel homme il a été, est-ce qu'il vaut ce qu'il vaut? Enfin voilà, il y a tout un ensemble d'enjeux après extrêmement intéressants. Donc Youssef faisait partie de ces champions qui finalement, ce qui était aussi un paradoxe, hein, vivaient mal leur grandeur. C'est-à-dire qu'avoir des titres de champion, moi quand je rencontre un champion de boxe, je suis tout à fait épaté et admiratif. Et on sent bien que cette admiration ne les atteint pas, c'est-à-dire que non pas qu'ils ne l'acceptent pas, c'est-à-dire qu'en fait, cette admiration, ils pensent qu'elle est finalement, ils ne la méritent pas. Voilà. Parce qu'ils ont suivi une carrière, ils ont eu les moyens d'avoir un manager, un promoteur qui les a en quelque sorte protégés pendant toute la carrière et qui leur a permis d'être là où ils sont. Mais est-ce qu'ils le méritent? Est-ce que finalement toutes les valeurs du sport le méritent, l'égalité de départ, est-ce que tout ça a été bien respecté? Et ça, parfois, ils ont des doutes. Et souvent, des boxeurs vivent avec ça, avec ce doute constant, en se disant, est-ce que finalement, j'étais un boxeur, voilà, est-ce que j'étais un boxeur reconnu? Est-ce que j'ai mérité mon titre? Est-ce qu'on l'a finalement, voilà, est-ce qu'on n'a pas arrangé mon combat? Voilà. Donc il y a toujours ce doute qui fait que c'est jamais voilà, facile pour eux de se sortir de cette idée-là. Et c'est vrai que pour le coup, ils ont une tendance à se dévaloriser aussi, qui peut être aussi compliqué à vivre. Ouais, et vous racontez hein, dans le livre, un des combattants, pardon, un des boxeurs va faire un combat, et 2-3 jours après, à l'entraînement, tout le monde s'en fout. C'est à peine s'il y en a qui se souviennent même, des coachs qui se souviennent même pas qu'ils devaient avoir un combat, d'autres qui te demandent à peine s'il a gagné ou pas. Tout le monde s'en fout, et j'ai compris ça avec l'histoire le pourquoi, avec l'histoire de Youssef. Je trouve cette dernière partie folle, et cette fois-ci dans le sens péjoratif du terme, pour tout ce que ça suppose de magouille
et comme vous l'avez dit, il y a même pas 3 minutes, on n'est pas champion parce qu'on le mérite, quoi. Mais parce qu'on a la bonne connexion. Et du coup, je comprends quand on va à l'entraînement, on n'en a rien à foutre du champion, que moi-même et que soi-même, on est un petit peu honteux, quoi. Je trouve ça ahurissant. Ahurissant. Mais Ahurissant. regardez encore les carrières de boxeurs professionnels aujourd'hui, ou même peut-être même dans d'autres sports type MMA, etc., où le premier ne rencontre pas forcément toujours son challenger, c'est-à-dire le deuxième au classement, par exemple. Il y a toujours l'idée de combattre le boxeur au bon moment. Donc il vaut mieux avoir en face de soi un champion en titre épuisé voilà, pour pouvoir effectivement prétendre au titre. Donc il y a une forme d'inégalité qui est structurelle dans l'organisation des combats, qui dépendent effectivement du pouvoir économique des managers, qui dépendent effectivement des fédérations aussi, parce que là aussi c'est un enjeu extrêmement fort. Il y a plusieurs fédérations, quelles que soient les boxes. Vous avez plusieurs fédérations. Donc est-ce qu'une fédération est plus forte qu'une autre, qui est la plus prestigieuse? Donc voilà, donc vous allez avoir des concurrences, des compétitions entre boxeurs qui vont se surajouter, qui fait que aujourd'hui, vous avez des carrières de boxeurs. En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte à partir des années, tout début des années 2000, quand j'ai enquêté sur le milieu de la boxe. Vous avez des gens comme Youssef qui pouvaient avoir des multiples titres. Ils étaient non seulement champions du monde de boxe française, mais ils étaient champions du monde de kickboxing, ou ils sont champions du monde de boxe thaï. Enfin, ils ont des multitudes de titres, alors qu'un seul titre, parfois dans certaines disciplines, peut suffire. Eux, ils ont une multitude, et c'est pas suffisant. Il faut encore montrer. Donc voilà, et donc ils ont intégré cette idée-là. Je dirais ils vivent dans ce milieu-là, et donc finalement, c'est un petit peu là-dessus que je conclus dans le livre. Alors je dis pas que c'est une généralité, c'est difficile de généraliser, mais ce qui fait que voilà, l'espace de la compétition n'est pas l'espace où on va pouvoir mesurer sa valeur. Par contre, l'entraînement, oui. C'est-à-dire que l'entraînement, il se déconnecte en quelque sorte de la compétition. C'est pas le point d'aboutissement. Devenir champion, c'est pas forcément l'apothéose finale. C'est voilà, l'entraînement par lui-même, il est déjà une manière d'être champion finalement en allant jusqu'au bout des choses. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer aussi, que les boxeurs eux-mêmes n'étaient pas dupes de ce jeu-là. Que les boxeurs étaient aussi des gens qui savaient critiquer, qui avaient un sens de la justice et de l'injustice extrêmement poussé. Voilà, j'ai voulu aussi montrer cet aspect-là, qu'on ne décrit pas toujours derrière les grandes biographies des grands boxeurs, comme si tous étaient les meilleurs ou les plus méritants. Je pense qu'il y a beaucoup de boxeurs qui étaient très très bons, mais qui n'ont pas eu forcément des entraîneurs ou des teams ou des promoteurs qui ont pu les aider à aller loin, ou qui se sont à un moment donné débarrassés d'eux. Voilà, et donc effectivement, les carrières sportives ne vont pas au bout, et ils peuvent en ressentir une sorte d'aigreur ou de non-reconnaissance. Il me semble que Youssef dit, moi je croyais que le sport qui avait ça de pur, pour vous dire aussi la force de l'expression, globalement, c'est compliqué la vie à côté. Le travail, c'est compliqué. La vie sociale est compliquée. Donc, le sport, derrière ces idéaux de mérite, d'égalité, pourrait finalement compenser les inégalités sociales. On se rend compte que non, on va retrouver aussi des mécanismes foncièrement inégalitaires dans la production des champions. Ouais. Et c'est raconté aussi dans le livre. Vous avez dit tout à l'heure, on se débarrasse de champions. C'est raconté aussi comment on épuise un boxeur pour qu'il perde un match important. C'est Magouille et compagnie. Ahurissant la dernière partie de votre livre. On n'a pas parlé de tout votre livre. Il y a aussi, on a parlé aussi du mythe vous parlez aussi du mythe de la Thaïlande. Pour les pros et pour les amateurs, les multiplications de catégories de poids pour, encore une fois, qui participe aussi à la dévalorisation des titres, etc. Moi, j'ai adoré votre livre, et j'ai adoré le lire. Vous voyez, j'ai fait plein de petites Oui, plaquettes.
Vraiment un super essai que je recommande. Donc ça s'appelle Boxing Club, sociologie d'une salle de boxe thaï en banlieue. C'est aux éditions Publications de l'Université de Saint-Étienne. Vous mettez ça sur Google et il vous donnera, mais on a le lien sur le site internet et sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et on mettra aussi le lien de votre autre livre que je n'ai pas lu. Et je vous cite le titre de mémoire, donc rectifiez-moi si je me trompe. Démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue dans les grands ensembles. Alors, c'est une affaire de stup, démantèlement d'un trafic de drogue dans un grand ensemble HLM, Lyon 1998-1999, qui se termine par un chapitre sur un démantèlement d'un même quartier 20 ans après. Super, merci beaucoup Thomas Bujon, on va s'arrêter là. Je vous remercie encore d'avoir accepté l'invitation pour notre émission. Je rappelle une dernière fois le titre, Boxing Club, sociologie d'une salle de boxe thaï en banlieue, et aux éditions Publications de l'Université de Saint-Étienne. Et on met tous les liens dont on a parlé tout au long de l'émission sur Internet, réseaux sociaux et site Internet. Merci encore. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damage. Previously on Fringe.